Pedro renifla, s'essuya le nez d'un revers de main avant de demander « Pourquoi m'appelez-vous Chinito ?» L'autre se mit à rire, comme s'il ne se rendait pas compte du désagrément qu'il y avait à être ainsi exposé à un avenir hasardeux. « Ne t'ai-je pas trouvé sur la route, petit caillou ?» Ils rirent tous les deux, ou mieux que cela, ils sourirent. Entre eux passa une connivence heureuse. L'homme aida le garçon à se lever. « Viens, dit-il, je t'emmène. »« Où ?»« Sur la mer Océane. »« Sûr. » Les mules s'impatientaient en secouant leurs grelots. La musique sonna aux oreilles de Pedro comme les carillons les plus clairs qui avaient remplacé la voix du muezzin depuis la chute de Grenade. Le cocher, suffoqué par la chaleur, ne fut pas fâché de remettre l'attelage en route. Les bonnes mules trotteraient leurs 2 heures sans que l'on eût besoin de faire claquer le fouet. Des bêtes fort appréciables quand, depuis tant d'années, on endure des chaos sur les pistes andalouses. Le compère replongea dans sa torpeur coutumière et le carrosse alla son train. Pendant un temps qui parut interminable à Pedro, son compagnon ne lui dit pas une parole. Lui aussi semblait sommeiller, les doigts croisés sur la poitrine, les jambes étirées. Le garçon eut le loisir de le considérer tout son soûl. C'était un homme au versant de la vie, car des cheveux blancs se mêlaient déjà à ses cheveux blonds roux. Il les portait mi-longs, sous une toque commode et sans excessive coquetterie, une de ces coiffures de voyage qui vous protègent du vent, du soleil et des averses. Le teint pâle n'était pas celui d'un commerçant ordinaire habitué des marchés et des échoppes en plein air. La chaleur qui régnait dans le carrosse au mantelet abaissé à cause de la poussière mettait sur ses pommettes et sur son nez des rougeurs, comme en ont les prélats, au col trop ajusté, et les hidalgos vieillissants quand ils ne sont pas encore desséchés autant que bois mort. Le nez aquilin retenait surtout l'attention. Dans ce visage long, il était lui-même d'une longueur remarquable, mais ne déparait pas un ensemble plein de noblesse. « Qui est-ce » se demandait l'enfant abandonné à ses songes. Le dormeur ouvrit les yeux et Pedro reçut le choc d'un regard bleu, acéré et pourtant détaché en apparence des choses de ce monde. On eût dit que les pensées du garçon l'avaient réveillé, et peut-être ne pouvait-on en douter, car il déclara, sans autre préambule, « Je m'appelle Christophe Colomb. » Il avait tellement la tête dans ses rêves, Pedro le comprit plus tard, qu'il imaginait avec certitude qu'à ce seul nom, son grand projet devait faire miroiter des horizons marins devant le plus humble chenapan de Grenade. L'avait-il assez porté en lui, ce projet ? Avait-il assez longtemps palabré, combattu pour qu'une main royale armât 3 caravelles ? Il dut s'apercevoir que la tempête qui tant avait remué de vagues dans son crâne n'avait pas atteint du plus léger flocon d'écume la cervelle insouciante de ce gamin querelleur, car il murmura pour lui-même en fermant de nouveau les yeux. Vanité, vanité des choses. Il devait accepter l'évidence. Les caravelles partiraient du royaume d'Aragon et Castille avec la seule certitude du sens mystérieux qui n'animait que lui et l'assurait d'une route nouvelle. Je t'emmène aux Indes par l'ouest si rien ne te retient en terre d'Espagne. Pedro s'étonna de la conviction mise dans ces paroles. Un rayonnement émanait de l'inconnu, un pouvoir de convaincre par la chaleur de la voix et l'éclat du regard bleu. « Tu as de la famille ?» Un geste à peine esquissé, et le garçon balaya une famille de laquelle la faim et la nécessité l'avaient séparé depuis longtemps. Une maison ? En avait-il eu ? Jamais une. Un autre geste balaya la maison. Une affection peut-être ? Mot vide de sens pour Pedro. Il avait connu l'indispensable solidarité des sans-abri, toujours en but à l'inévitable concurrence pour survivre. Il avait connu des amitiés face au danger, qui s'évaporaient une fois le danger passé. Il avait connu l'attention intéressée d'un receleur, toujours plus avide et de loin en loin, la douceur d'un sourire de gitane, mais l'affection assurée et durable sur laquelle un enfant bâtit son univers et s'endort tous les soirs dans une quiétude heureuse, jamais il n'avait su ce que c'était. Les mules trottaient. Au fil des heures, au fil des jours, le paysage se déroulait. Dans l'entrebâillement des mantelets, Pedro distinguait des terres calcinées, des îlots de verdure, des montagnes boisées et d'autres fauves et chauves. Il n'était plus dépaysé à force de dépaysement. Il s'éloignait tous les jours un peu plus de son lieu d'enfance et de son temps d'enfance aussi.
Il se laissait emporter par le destin qui lui avait fait rencontrer un navigateur au regard bleu et à la parole laconique. Quand l'attelage vint se heurter à un flot humain étiré le long de la route, le cocher fit claquer son fouet en demandant le passage. Pedro se mit à la portière et il vit une centaine de femmes et d'enfants, de vieillards gémissants et d'autres affreusement silencieux qui marchaient, harassés et tristes, repliés sur eux-mêmes pour oublier la terre des ancêtres perdus, la maison où ils étaient nés, avaient travaillé et aimé, souffert aussi et prié à la lueur des chandelles rituellement allumées. Les hommes valides encadraient le troupeau. Des ânes portaient les richesses qu'ils avaient pu soustraire à la rapacité des persécuteurs, mais il leur fallait abandonner parfois une partie de ces misérables biens pour hisser en croupe un aïeul chancelant, une femme sur le point de mettre au monde un enfant de plus voué peut-être à de nouvelles persécutions. Tous ces juifs, chassés d'Espagne par un décret royal, devançaient les mesures d'expulsion et renouaient ainsi avec les moments les plus douloureux de leur histoire. Ils savaient que l'application du décret s'exercerait dans sa rigueur excessive. Ils allaient vers la mer, ses dangers et l'espoir pourtant d'une sauvegarde. Peuple condamné à l'errance, ils ne voulaient pas désespérer. Ils embarqueraient à El Puerto ou à Cadix et ils atteindraient un rivage hospitalier. Un jour, ils en étaient persuadés, une terre les accueillerait, qui ne serait plus d'exil. Au moment où Pedro se pencha à la portière, une voix entonna un chant hébraïque. Elle monta d'abord, seule, dans l'étonnement général. Grave, bien timbrée, elle émut des fibres très profondes au cœur de chaque malheureux qui croyait avoir atteint les limites de l'extrême lassitude. Elle parlait de vie éternelle, de protection divine, de lait et de miel, de manne nouvelle et de courage renaissant. Christophe Colomb repoussa Pedro d'un geste trop brusque. Il se pencha à son tour vers les pauvres gens en exode. Ses lèvres se serrèrent un peu plus, ses sourcils frémirent d'un mouvement aussitôt contenu. Tout le visage révélait une grande emprise sur soi-même, et cependant une incontrôlable tristesse le marquait. Un vieillard leva la tête au passage de la voiture. Il ne dit rien, ne demanda rien, ne gémit pas. Il regarda seulement Colomb dans les yeux, et celui-ci ne put soutenir un regard qui réveillait en lui des choses enfouies. Il se rejeta sur la banquette. Dans la pénombre revenue, tandis que le rideau de cuir retombait, il écrasa ses pensées derrière ses paupières closes. Pedro n'osa pas rompre le silence. Un soir, ils atteignirent la mer. Elle se révéla à eux, sans s'être annoncée, dans la splendeur d'un soleil couchant. La canicule était un peu tombée. Une brise courait sur les terres surchauffées. Le cocher avait roulé les mantelets des portières. Colomb, depuis un moment, ne disait rien. Savait-il qu'elle allait apparaître à ce tournant du chemin? Sa vie tout entière était une alliance avec la mer. Il ne soufflait mot des beautés du golfe de Gênes et pas davantage des longues vagues vertes sur les côtes du Portugal. Simplement, il se tut pour assister à la rencontre d'un jeune loup dont il avait eu déjà le loisir de percer à jour le caractère, et de la mer. Pedro étouffa un cri d'émerveillement. Ce qu'il fit ensuite, il l'exécuta dans un état second et n'en eut par la suite qu'une imparfaite souvenance. Il se pencha au dehors, écarquilla les yeux dans la lumière en fusion du couchant, et, devant ce bleu si dur, si cru, si intense, il ouvrit la portière, somnambule ébloui, sauta à terre en dépit du trot des mules. Raidi dans un trouble admiratif, il se planta au bord du chemin. Il resta ainsi, les bras légèrement détachés du corps, à noyer son regard dans un azur tel que même le ciel éclatant de Grenade ne lui avait pas permis de l'imaginer. Un vaisseau passa dans un lointain presque irréel. Il voguait, toute sa voile gonflée pour mieux utiliser la brise. Pedro crut avoir atteint le pays des oiseaux migrateurs. Le cocher, bonhomme, avait arrêté ses bêtes à l'ombre rabougrie d'un olivier. Colomb descendit de voiture et s'approcha de son protégé. Il le fit à petits pas, sans déplacer le moindre gravillon, comme s'il eût voulu ne pas troubler l'instant au cours duquel l'enfant rencontrait la mère. Il se tint debout derrière Pedro, et il retrouva, face à la grande étendue immobile, le regard de ses 14 ans. « Elle n'est pas toujours ainsi, dit-il très doucement, pour ne pas rompre le charme d'un coup. « Où irons-nous » demanda Pedro en se retournant. « De l'autre côté. »« C'est comment de l'autre côté ?»« Dieu nous le montrera. » « Et il y aura quoi de l'autre côté ? Les Indes. »« Les Indes, c'est quoi »
Colomb se laissa aller à un grand éclat de rire. De 2 tapes à pleine main largement ouvertes, il enserra les épaules de ce garçon bizarre. « Les Indes ? C'est le pays de l'or et des épices. Nous y cueillerons la myrrhe comme en Arabie, et nous y serons les égaux des mages venus d'Orient pour visiter les tables où notre Seigneur a vu le jour. Seulement, nous irons de ce côté-ci. » Du doigt pointé sur le couchant, il indiquait la route nouvelle qui enfiévrait ses songes. Trop de livres lus, annotés de sa main dans une retraite studieuse, l'avaient convaincu du bien fondé de son entreprise. Nous y trouverons aussi le cinnamome qui étoile les prairies et tant de gemmes que nos caravelles, tu les verras bientôt. Elles seront magnifiques, mes 3 filles de la mer Océane. Elles m'auront coûté des peines pour les acquérir. Tu seras avec moi sur celle du commandement. La nature humaine la plus secrète éprouve à certains moments le besoin impérieux de dire, au moins une fois, le feu de ses aspirations et ce qui se trouve à la limite du raisonnable au fond de l'esprit le plus prudent. Nous capturerons l'oiseau phénix, si Dieu le permet. Lui aussi est né en Arabie. Je ne l'invente pas. Des écrits l'attestent, qui sont sérieux et que les siècles nous ont légués pour affermir nos connaissances. Nous le trouverons, Chinito, et nous le rapporterons en Espagne pour la plus grande gloire de notre reine. L'enfant qui l'écoutait bouche bée, les yeux ronds, était un envoyé du ciel. Sur lui, le cœur et l'esprit pouvaient se soulager du poids de toutes les prémonitions qui étaient autant d'appels au voyage. Les heures succédaient aux autres et les jours aux jours. Pour Pedro, il y avait du bonheur à ne plus se préoccuper de chercher un crouton, un oignon, une poignée d'olives. Le soir, dans les auberges à l'odeur forte de friture et de harnais patinés de sueur, il lampait son écu ailé avec les muletiers et les ouvriers agricoles, dans un brouhaha de voix, de cris, de chants profonds, graves comme une plainte millénaire, aigus aussitôt après à la manière d'un jet de souffrance, et chaud, toujours autant qu'une giclée de vin sortie d'une de ces gourdes en peau de chèvre retournée, enduite de résine. Un soir, ils firent étape dans une auberge où régnait une grande animation. Des paysans occupaient les tables encombrées de cruches et d'énormes omelettes à côté de miches dont la seule vue affolait l'appétit. Pedro n'en croyait pas ses yeux. Il savait que de telles agapes pouvaient exister, mais qu'elles fussent à sa portée, sans qu'il eût à déjouer la vigilance de l'aubergiste ou l'égoïste plaisir d'un glouton, lui était source d'étonnement. Colomb se servit dans une tonnelle de vigne, un peu à l'écart, tandis que le cocher pançait les mules. « Assieds-toi là, Chinito, et dis-moi ce que tu penses de ces pigeons farcis. » 2 larges coups de couteau mirent les pigeons en pièces, 3 coups de dents les déchirèrent, l'enfant des rues, oubliant vite sa timidité, essuyait d'un revers de main l'huile dégoulinante sur son menton. Les volailles qu'il avait mangées jusque-là avaient été dérobées sur la broche d'un rôtisseur, empoignées à même les braises, emportées toutes brûlantes et dévorées si précipitamment qu'une peur se mêlait toujours à ces régals conquis de haute lutte. Pedro ne pouvait se séparer d'habitude de chien errant, et Colomb souriait de le voir si vorace. « Tu as le temps !» Sa voix était douce. Nul reproche ne la teintait. L'enfant le sut plus tard, son maître, en le regardant manger, pensait au fils sans mère qu'il avait laissé au monastère de l'Arabida. « Et ce poulet, est-il convenable au moins ?» S'il l'était, encore affamé par les odeurs de la cuisine sommairement installée sous les figuiers, Pedro arracha une cuisse. « C'est bon ?» Il répondit par des hochements de tête, la bouche trop encombrée pour pouvoir parler. Colomb le contemplait de son regard bleu, un sourire aux lèvres. Soudain, le sourire se figea et le regard se perdit par-dessus la tête du garçon. Un homme venait de traverser la cour. Colomb le suivit des yeux jusqu'à ce qu'il allât s'asseoir sur le bord d'une auge à faire boire des chevaux. Voyant son maître distrait, Pedro en profita pour détacher l'aile du poulet. Colomb fit un geste à l'inconnu qui sembla l'ignorer. Il restait assis au ras de l'eau, les coudes sur les genoux et les pensées sans doute au loin. Le maître de Pedro devina une faim secrète, quelque nécessité qui ne voulait pas dire son nom. « Hola ! Ne peut-on vous offrir un gobelet de vin ?» L'autre parut sortir de ses réflexions.
Il eut une grimace qui lui redonna aussitôt un air d'enfance, et il s'approcha sans se hâter, avec l'illusion de pouvoir faire croire à un regret. « N'y allons pas par 4 chemins, dit Colomb, en versant à boire. Vous m'intéressez. Asseyez-vous. L'homme était encore jeune. 25 ans, peut-être. Il s'assit, comme hypnotisé par l'étranger aux manières abruptes. Je suis capitaine de 3 navires. Un silence suivit, au cours duquel Pedro allongea une main prudente vers l'autre cuisse du poulet. Elle n'opposa aucune résistance. « D'où êtes-vous » demanda encore Colomb en hésitant à passer au tutoiement que l'apparente condition sociale de son interlocuteur aurait pu lui permettre. « Malaga. »« Comment t'appelles-tu » ?»« Je t'ai dit qui je suis, mais je ne crois pas avoir entendu ton nom. »« El Malagueño. » »« J'ai compris. » Ils burent posément. Chacun prenait la mesure de l'autre. « Tu t'y entends aux choses de la mer ?»« Je suis de Malaga. »« C'est vrai, j'aurais dû m'en douter. » Quand, au matin, ils repartirent, ils étaient 3 dans le vieux carrosse, grinçant, et c'est ce jour-là qu'ils atteignirent Palos.